Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire France Num sur le thème de la facturation électronique aujourd'hui. Alors sur cette, vous savez tous qu'il y a une obligation donc de passage à la facturation électronique qui maintenant interviendra dans un peu plus de 9 mois, en septembre 2026. C'est une réforme qui est pilotée par mon collègue de la Direction générale des finances publiques. Et on souhaitait aujourd'hui, dans le cadre des webinaires France Num, pouvoir eh bien, faire un point d'étape sur cette réforme, vous faire un point sur en fait les obligations donc en termes de facturation électronique et déclaration de transactions, parler concrètement du rôle que vont jouer les plateformes agréées et les solutions compatibles, voir un exemple de solution, en l'occurrence une plateforme agréée, pour rendre un peu plus concret ce que va être l'échange de factures par voie électronique sous forme dématérialisée, donc très prochainement pour toutes les entreprises. Et puis aussi donc évoquer les gains associés à cette évolution, à cette réforme, et voir aussi comment tout ça va s'articuler avec les experts comptables. Alors, du coup, aujourd'hui, pour ce webinaire, nous avons avec nous Malika Saki de la Direction générale des finances publiques. Bonjour Malika. Bonjour Alexandre. Nous avons aussi Nicolas Lespinasse et Corentin Allemand, donc de la plateforme ABI, qui est donc une plateforme agréée dans le cadre de la facturation électronique et qui est aussi activateur France Num. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci. Et nous aurons aussi l'intervention du réseau CERF France, donc réseau d'expertise comptable et de conseil, qui est partenaire France Num, avec Alain Duprat, directeur du pôle expertise comptable performance. Bonjour Alain. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Et je vous en prie. Et Ludovic Courant, qui est expert comptable à CERF France Brocéliande, donc en Bretagne, c'est bien ça? Tout à fait, du côté de Rennes. Donc, merci pour l'invitation également et bonjour à tous. Super, et ben merci à tous d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Avant de démarrer, on va vous donner quelques informations pratiques sur le fonctionnement de la plateforme Livestorm. Alors, tout d'abord, un certain nombre d'entre vous l'ont déjà vu, il y a un bouton qui est situé en bas à droite de l'écran qui s'appelle Chat, dans lequel vous allez pouvoir échanger, commenter entre vous. Néanmoins, si vous avez des questions à poser à nos intervenants, on vous demande de plutôt utiliser le deuxième bouton en partant de la droite, qui s'appelle Questions, de façon en fait à ce que l'on puisse bien classer vos différentes questions. Vous allez aussi avoir la possibilité de voter pour les questions posées par d'autres participants. Donc comme ça, nous, on va les classer et en fait, on va répondre aux questions tout au long du webinaire par écrit ou à la fin, pour certaines questions les plus importantes, par oral. Voilà. Ensuite, on va à un moment vous soumettre quelques sondages, et ces sondages vont en fait s'afficher dans une fenêtre à l'écran. Donc, il faut juste y répondre pour faire disparaître la fenêtre et poursuivre la visualisation du webinaire. Et dernier élément, comme c'est une question que l'on a souvent, si vous souhaitez revoir ce webinaire ou télécharger la présentation, ou même revoir tous les webinaires de France Num pour les entreprises, vous pouvez suivre le lien qui est indiqué à l'écran. En fait, c'est le site francenum.gouv.fr et dans la rubrique formation, vous allez retrouver tous les webinaires. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déclencher 5 petits sondages pour mieux vous connaître. Donc, si mon collègue peut lancer les sondages, sinon je vais... Voilà.
Donc, premier sondage, est-ce que vous êtes une entreprise? Alors, sauf professionnels du numérique qui nous écoutent aussi, donc quelqu'un, on vous demande de mettre à part, une institution, association ou autre. Deuxième sondage, donc quel secteur d'activité êtes-vous? Troisième sondage, quelle est la taille de votre entreprise ou de votre organisation? Quatrième question, de quelle région venez-vous? Et enfin, avez-vous déjà participé à un webinaire France Num? Voilà. Alors, vous verrez donc au fur et à mesure que vous répondez au sondage, vous pouvez afficher les résultats si vous cliquez sur le bouton sondage. Donc, on voit évidemment qu'il y a une majorité d'entreprises, mais aussi quelques institutionnels ou des entreprises du numérique qui vont potentiellement vous accompagner dans cette réforme. Un équilibre des secteurs d'activité, donc ça c'est assez intéressant. Une majorité d'indépendants, aussi donc des TPE entre 1 et 9 salariés, mais aussi vous êtes aussi des PME ou des entreprises plus grandes. Et vous venez d'un peu partout en France, y compris d'outre-mer. Et donc, bienvenue à tous. Et on va tout de suite démarrer le sujet donc avec Malika sur la partie des GFI. Donc, l'objectif de ce court laps de temps qu'on va passer ensemble, c'est de présenter les grands traits de la réforme. Quelques éléments de contexte avant d'entamer cette première slide. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont facturées de plusieurs manières. On utilise plusieurs canaux. Je dirais la facture dématérialisée, c'est celle que vous allez chercher sur le portail de votre fournisseur lorsque vous recevez une notification généralement par mail. Typiquement, lorsque vous allez chercher les factures des fournisseurs d'accès d'énergie ou de fluide, eh bien, vous allez sur le portail directement de ce fournisseur et vous vous connectez à votre compte et vous allez chercher la facture. C'est ce qu'on appelle les factures dématérialisées. Le second canal, c'est les factures papier, le courrier, tout simplement. Et puis, le troisième canal, qui est, je dirais, la grande majorité des factures qui sont échangées aujourd'hui entre les entreprises, c'est la facture qui est en PDF et qui est attachée à un mail. Donc, on a aujourd'hui ces différents canaux de facturation avec leurs avantages et leurs inconvénients. Voilà, on ne revient pas là-dessus, mais on a la volonté, l'ambition de mettre en place la facture électronique en France, donc dans les échanges inter-entreprises, entre entreprises qui sont établies en France et assujetties à la TVA française. Ça, c'est important de le souligner. Pour poser un cadre, l'État va se poser en garant. On va mettre en place les règles du jeu pour permettre aux différents acteurs, qui sont les plateformes agréées ou les solutions compatibles, d'accompagner les entreprises dans cette transition vers la facturation électronique. La facturation électronique, elle a plusieurs avantages pour les entreprises, notamment le fait qu'on ait 3 formats qui sont autorisés par l'administration française, 3 formats électroniques, contrairement à nos voisins italiens qui n'en ont proposé qu'un. Et sachez que l'Italie a déjà mis en place la facturation électronique depuis le 1er janvier 2019. Donc, vous voyez, quand même, on a quand même un certain recul sur la mise en place de la facturation électronique. Avec tous les bénéfices qu'ils ont pu en tirer, on estime qu'on aura à peu près les mêmes en France, voire même plus, puisque on a, nous, en France, je dirais, un système de facturation, un système d'entreprise qui est plus, je dirais, stable qu'en Italie. Et puis, aussi, cette volonté aussi de mettre en place la facturation électronique aujourd'hui. Donc, on commence les travaux aujourd'hui 2025 pour un déploiement 1er septembre 2026. C'est pour mieux se préparer à l'échéance européenne qui va arriver. Donc, il y a une directive européenne qui va imposer la facturation électronique dans les échanges intracommunautaires à partir du 1er juillet 2030. Donc, vous voyez, on commence déjà aujourd'hui à aller vers cette date importante. Donc, demain, avec la facture électronique, avec une seule facture, vous pourrez remplir 3 objectifs. Le premier, je dirais qui est l'objectif naturel, c'est d'adresser la facture à votre client pour obtenir le paiement. Le second, c'est d'alimenter automatiquement votre comptabilité avec des données qui seront normées, qui seront standardisées dans la facture électronique et qui vont permettre d'alimenter les outils de facturation. Ça, c'est un point important aussi. Et puis, le troisième volet, c'est de transmettre à l'administration ces données utiles, ces 34 données utiles qui vont permettre de pré-remplir la déclaration de TVA des entreprises. Ça, c'est un nouveau service qui va être offert aux entreprises, notamment les plus petites, dans le cadre avec la facturation électronique. J'aime prendre ce parallèle un peu avec le prélèvement à la source.
En tant que particulier, on est tous concernés par la déclaration de revenus. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on a mis en place le prélèvement à la source et je pense que certains d'entre vous, on est tous d'accord pour dire qu'on ne reviendra pas en arrière. Eh bien, la facturation électronique, la première étape, ce sera le 1er septembre 2026. Et puis, petit à petit, eh bien, on va s'améliorer pour permettre de… alors, attendez. Pour permettre de mettre en place la facturation électronique et de prendre tous les cas possibles. Je peux le faire. Quels bénéfices demain pour les entreprises avec la mise en place de la facturation électronique? On a un slogan, la facturation électronique, c'est plus juste, c'est plus simple et c'est plus efficace. Il y a des avantages pour les entreprises et puis on a aussi des avantages et bénéfices de l'État. Le premier, pour les entreprises, ce sera une gestion quotidienne qui sera facilitée avec une accélération des échanges de factures. Pourquoi? Puisque demain, avec la mise en place de la facturation électronique, je vous l'ai dit, on aura des factures qui seront normées, qui seront standardisées, qui correspondront à 3 formats et qui auront une valeur probante. Aujourd'hui, on l'a dit au début, vous avez différentes manières de facturer. Vous pouvez recevoir des factures par mail ou par courrier et vous devez toujours refaire un retraitement. Demain, avec la facture électronique, eh bien, vous aurez un standard, une facture électronique qui contiendra les données dont vous aurez besoin. Donc, en cela, ce sera une gestion facilitée. Ensuite, on a aussi de potentiels gains de productivité avec une conformité des factures. Je vous l'ai dit, elles seront standardisées, elles seront conformes puisque à chaque case correspondra à une information. Enfin, au bénéfice de l'État, eh bien, on aura une concurrence plus juste et plus loyale. Pourquoi? Au bénéfice des opérateurs de bonne foi, puisque la mise en place de la facturation électronique, je vous l'ai dit, ça va cadrer. L'État va se porter en garant. On va mettre en place les règles du jeu pour que tout le monde, en fait, puisse jouer avec les mêmes règles du jeu. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir un fournisseur qui va déposer sa facture avec la TVA sur sa plateforme et elle sera reçue par le client avec la même facture. Ce qui fait que lorsque le fournisseur va me porter un montant sur cette déclaration de TVA, en TVA collectée, eh bien, la TVA déductible devra correspondre aussi chez le client. Ça, c'est dans le cas, je dirais, le schéma classique, le schéma conforme. Donc, demain, avec la facturation électronique, eh bien, nous, administration fiscale, puisque c'est quand même une réforme qui est portée par l'administration fiscale, on pourra détecter ce type d'incohérence et en fait mettre, je dirais, toutes nos forces aux endroits où on a détecté des incohérences. Donc, c'est en ça aussi que la facturation électronique est importante au bénéfice de l'État. Enfin, pour les entreprises, on aura une amélioration de la trésorerie et du pilotage comptable. Pourquoi? La facture électronique, elle sera horodatée, c'est-à-dire qu'au moment où vous déposez ou que vous intégrez la facture dans votre outil informatique, eh bien, il y aura un horodatage qui sera effectué. Donc, c'est terminé les clients qui disent « je n'ai pas reçu la facture », le facteur a traîné, elle est arrivée dans mes spams. Non, le client et le fournisseur auront connaissance bien, des statuts de la facture, du moment du traitement auquel elles en sont. Donc, ça aussi, c'est un point important et c'est un bénéfice qui sera durable, je dirais, pour les entreprises, puisque, in fine, en connaissant la date d'émission de la facture, la date, l'horodatage, eh bien, on pourra déterminer plus facilement les délais de paiement. Sur la partie, qu'est-ce qu'une facture électronique? Je vous le disais, ce n'est pas un PDF adressé par mail. Alors, vous allez me dire, j'enfonce une porte ouverte, oui, mais dans l'imaginaire collectif de certains entrepreneurs, eh bien, lorsqu'on leur pose la question, est-ce que vous faites de la facturation électronique? Ils nous disent oui, on envoie un PDF adressé par mail. Une facture électronique, ce n'est pas un PDF adressé par mail, je vous l'ai dit, une facture électronique, elle contient des données qui sont sous format structuré. On vous a mis ici un modèle à l'écran. Donc, elle sera émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée. Donc, il sera exploité électroniquement uniquement par des solutions logicielles. Ça, c'est important. Je vous l'ai dit, la facture sera horodatée. Donc, on aura connaissance du traitement, du stade de traitement de la facture. J'aime bien prendre le parallèle un peu aujourd'hui. Lorsque vous commandez un colis, eh bien, vous avez une notification du transporteur qui vous dit le colis eh bien, demain, on pourra… on a 4 stades. On a 4 statuts donc, qui sont obligatoires, hein, donc les plateformes devront transmettre à la fois aux clients et aux fournisseurs. Et puis, on a d'autres statuts facultatifs qui peuvent être proposés par les plateformes pour avoir un traitement plus fin.
Donc, vous n'aurez pas, en fait, demain, dans vos applicatifs, ce type de facture. Vous pourrez toujours accéder à un lisible de la facture, un peu la facture, je dirais, reconstituée des données, et vous pourrez l'avoir, je dirais, la facture traditionnelle comme aujourd'hui. Le seul élément, c'est qu'il faut que la facture transite de manière électronique. Donc, quelles données on aura sur la facture électronique? Je dirais les données habituelles. Aujourd'hui, vous avez une centaine de données qui sont possibles sur une facture électronique. Eh bien, demain, vous pourrez retrouver les mêmes données. La seule nouveauté, eh bien, c'est qu'on aura 34 données qui seront sous format structuré et qui seront obligatoires d'être portées sur la facture. Donc, on vous a mis ici la liste. Vous la retrouvez facilement sur impôts.gouv.fr. Donc, parmi ces 34 données, on en aura 4 qui sont obligatoires. Donc, le numéro de sirène du destinataire, puisque c'est lui, demain, qui sera, je dirais, l'adresse de facturation de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est grâce au numéro de sirène du destinataire que votre plateforme pourra router la facture vers le bon client. Ça, c'est important. Donc, dès aujourd'hui, si vous faites de la facturation entre professionnels français, donc si vous êtes un fournisseur français et que votre client est une entreprise assujettie à la TVA en France, mettez à jour vos bases de clients. Ça, c'est un premier travail que vous pouvez déjà faire aujourd'hui. Inutile d'attendre le 1er septembre 2026. Le deuxième élément, c'est la mention de la catégorie de l'opération. On verra tout à l'heure pourquoi. Vous pouvez choisir entre la prestation de service, la vente de biens ou les deux. Donc ça, c'est important aussi de le préciser sur la facture. Vous avez aussi comme nouvelle donnée l'option pour le paiement de la TVA sur les débits. Ça aussi, ça conditionnera si vous devez faire l'une des obligations qu'on présentera par la suite. Et puis enfin, vous devez indiquer l'adresse de livraison du bien si elle est différente de l'adresse du client. Là, c'est à des fins de contrôle fiscal. Donc, on le disait, au-delà des données obligatoires, vous pouvez indiquer celles que vous souhaitez. Si vous souhaitez mettre un logo, vous le pouvez. Si vous souhaitez ajouter d'autres éléments à faire suivi par, je ne sais pas, le cabinet comptable, à faire suivi par la gestion des stocks, vous pouvez l'indiquer. Nous, administration, on ne récupérera pas ces données-là. Dans votre facture, ce qui nous intéresse, ce sont ces 34 données-là. Pourquoi? Eh bien, je vous le disais, pour pouvoir pré-remplir les déclarations de TVA et puis à des fins de contrôle fiscal. Alors, quelles sont les entités concernées par la réforme? Donc, la réforme concerne ce qu'on appelle, nous, l'ensemble des assujettis à la TVA. Donc, on précise, ce sont toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, quel que soit leur chiffre d'affaires, quelle que soit la taille de l'entreprise, elles sont dans le périmètre de la réforme. Donc, on a y compris les entreprises qui bénéficient de la franchise en base, y compris celles qui bénéficient du remboursement forfaitaire agricole, y compris les professions libérales, les indépendants, les micro-entrepreneurs, mais également les entreprises étrangères lorsqu'elles font des opérations qui sont soumises à TVA française. Si vous êtes dans le champ de la réforme ou pas, votre assujettissement à la TVA. J'ai vu passer une question sur les associations rapidement. Donc, les associations, si elles sont assujetties à la TVA, elles sont dans le périmètre de la réforme. Donc, elles devront faire de la facture électronique. Si elles ne sont pas assujetties à la TVA, par exemple, les associations à but non lucratif, eh bien, elles sont non assujetties, donc elles ne sont pas dans le périmètre de la réforme, elles sont considérées comme des particuliers. Et puis, d'autre part, on a aussi toutes les entités publiques qui sont assujetties à la TVA. Elles aussi, elles rentrent dans le périmètre de la réforme. Alors, petit aparté, les entités publiques, aujourd'hui, elles ont une obligation de réception de factures électroniques depuis 2020 sur Chorus Pro. Eh bien, celles qui sont assujetties, je pense notamment à l'État, eh bien, demain, ils vont passer à la facturation électronique en émission également à partir du 1er septembre 2026. Donc, en même temps que les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Sur le périmètre de la réforme, là, on va ouvrir le capot. Ensemble, on va regarder les différentes pièces qu'on a dans le périmètre de la réforme. Demain, vous, en tant qu'entreprise, ce distinguo, vous ne le ferez pas. Ce distinguo-là sera offert par les plateformes. Ce sont elles, en fait, qui vont déterminer dans quelle case se place l'opération que vous allez effectuer. Mais pour votre connaissance, on va quand même s'arrêter sur ces 3 volets. Donc, le premier volet, j'en parle depuis le début, c'est la facturation électronique. Donc, ça s'applique à toutes les opérations, ventes, prestations de services, qui sont réalisées entre 2 professionnels assujettis en France. Ça est établi et assujetti à la TVA française. Ça, je dirais, c'est le cas classique. On a quelques exceptions. Donc, les opérations qui sont exonérées, par exemple, les opérations de santé, les opérations liées à la formation, etc., etc. Donc, elles sont bien listées dans le Code général des impôts. Donc, ces opérations-là, elles sont exclues du périmètre de la facturation électronique. Donc, autrement dit, elles continueront à être facturées comme aujourd'hui.
Et puis, on a aussi toutes les transactions qui donnent lieu à un marché de défense ou de sécurité nationale. Là, vous le comprenez aussi, pour des raisons de confidentialité, elles sont exclues du périmètre de la réforme et continueront à être facturées comme aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier volet, facturation électronique, donc avec les 34 données que je vous ai indiquées juste avant, qui sera réalisée entre 2 assujettis professionnels établis en France. Vous avez le deuxième volet qui est la transmission des données de transaction. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est finalement une déclaration d'un cumul de données. Et ça s'applique à quelles opérations? Donc, les opérations qui sont réalisées avec un non-assujetti, par exemple, un particulier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, une association à but non lucratif. Donc là, le fournisseur, si dans sa clientèle, il a des particuliers ou des associations à but non lucratif, il va faire un e-reporting. Donc, on ne va pas demander les noms, prénoms du particulier, on ne va pas demander son adresse. Non, on va juste prendre en fait le montant TTC divisé avec hors taxe et taux de TVA, et c'est ce qui sera en fait le e-reporting de transaction. Quand on dit la transmission des données de transaction, c'est un cumul. Donc ça, c'est, je dirais, le premier volet de la transmission des données de transaction. Le second volet, eh bien, ce sont toutes les opérations à destination de l'étranger, que ce soit dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne. Eh bien là aussi, encore pourquoi? Puisqu'on ne peut pas imposer la facture électronique aux entreprises qui sont situées à l'étranger. Alors, c'est vrai et faux, puisque à partir du 1er juillet 2030, je vous l'ai dit, la directive VIDA va arriver. Eh bien, avec la directive VIDA, on aura la possibilité de mettre la facturation électronique entre des entreprises qui sont établies en France et des entreprises qui sont établies dans l'Union européenne. On n'en est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, eh bien, les entreprises françaises qui commercent ou qui font de la prestation de services à destination d'entreprises situées à l'étranger, eh bien, rentrent dans le cadre du e-reporting. On a encore là aussi des exceptions, les importations, puisqu'on a par ailleurs ces éléments-là des douanes. Hein, puis au moment du passage en douane, on reçoit ces informations-là, donc on ne va pas les demander une deuxième fois. Et puis encore, tout ce qui est lié à la sécurité nationale, là également, eh bien, c'est exclu du périmètre. Donc, e-reporting de transaction concerne toutes les opérations à destination de particuliers et puis toutes les opérations à destination des entreprises situées à l'étranger. Enfin, on a un volet qui est particulier, qui est la transmission des données de paiement. C'est un volet qui est un peu particulier puisqu'il est lié à l'exigibilité de la TVA. Comme vous le savez, en France, les opérations dont la TVA est éligible à l'encaissement, eh bien, elles peuvent différer du moment où l'opération a été effectuée. Donc, on a mis en place cette transmission des données de paiement qui devra être faite par le fournisseur au moment où l'encaissement sur cette opération a été fait. Je prends un exemple. Vous avez, par exemple, une entreprise qui fait du conseil auprès d'autres entreprises. Donc, elle sera dans le cadre de la facturation électronique puisque c'est du B2B, hein, ce qu'on appelle le B2B domestique. Mais dans ce cadre-là, dans la mesure où elle fait de la prestation de service, elle devra également faire une transmission des données de paiement. Je prends un autre cas, vous avez une auto-entrepreneur qui fait de la réparation de bijoux. Donc, c'est assimilé à une prestation de service. Eh bien, je suis dans le cadre de cette opération. Eh bien, je ferai à la fois une transmission des données de transaction, puisque ma clientèle est composée de particuliers, et aussi une transmission des données de paiement. Donc, voilà. Donc, la transmission des données de paiement, elle s'applique à la fois aux opérations dont la TVA est éligible à l'encaissement à destination de professionnels, mais également aux opérations à destination des non-assujettis et des entreprises étrangères. Donc voilà, on a vraiment ouvert le capot ensemble pour voir exactement quelles étaient les pièces en fait, du moteur. Mais comme je vous le disais, demain, l'entreprise, elle aura juste à mettre la clé ou appuyer sur le bouton pour démarrer la voiture. Donc tous ces éléments-là, en fait, vous pouvez en avoir connaissance, mais ce sera transparent au quotidien. Alors peut-être Malika, si on peut passer à la question des plateformes et oui, quels sont les acteurs, les ressources, parce qu'en fait, il reste peut-être donc 3-4 minutes. Ok, je me dépêche. Alors, donc vous avez le circuit général. Donc, comme je vous l'ai dit, les plateformes, en fait, elles vont sur le circuit. Donc, vous avez votre fournisseur là-haut qui va déposer sa facture sur la plateforme agréée. Donc, c'est ce que vous avez le petit rond en bleu. Donc, comment cette plateforme, elle va router sa facture vers la plateforme du client en consultant l'annuaire. Donc, on a un annuaire des destinataires qui a été constitué. Donc, c'est un croisement des bases sirènes et des bases d'assujettissement de la DGFiP qui disent telle entité est assujettie. Donc, telle entité va faire de la facturation électronique. Elle est dans l'annuaire. Donc, la plateforme de mon fournisseur, elle va consulter cet annuaire, donc ce numéro de sirène, pour connaître le numéro de sirène du client. Donc, en connaissant le numéro de sirène du client, elle pourra router la facture vers le bon client.
Donc ça, je dirais, le schéma nominal, le schéma classique. Donc la plateforme agréée, donc je vous ai mis quelques slides sur l'annuaire, mais je vous invite à flasher le QR code pour voir si vous y êtes ou pas. Donc si vous êtes assujetti, vous êtes dans l'annuaire. Donc vous serez concerné par la facturation électronique pour le moins en réception à partir du 1er septembre 2026. Donc sur les plateformes agréées, je vous le disais, elles sont immatriculées pour une durée de 3 ans renouvelable. Donc elles ont plusieurs rôles, hein, émettre, transmettre et réceptionner les factures au format électronique, extraire les données des factures ou alors créer, constituer le e-reporting du fournisseur et le déposer et le transmettre, gérer l'administration fiscale, gérer les cycles de vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les différents statuts à apposer sur le traitement de la facture. Donc ça, c'est un rôle qui est attribué aux plateformes. Et puis mettre à jour l'annuaire des destinataires pour ses clients, c'est-à-dire que pour schématiser dans l'annuaire, vous avez la ligne du numéro de sirène. Et juste à côté, la plateforme va se déclarer plateforme de réception pour l'entreprise. Donc, ces plateformes, elles ont un rôle important. Comme elles ont un rôle important, elles sont extrêmement surveillées. Pour pouvoir devenir plateforme agréée, un éditeur de logiciel va devoir répondre à un cahier des charges très strict et réglementé, qui est d'ordre avec des respects des exigences fiscales, informatiques et techniques. Donc, sur la période des 3 ans d'immatriculation, on les surveille. Donc, elles vont devoir se soumettre à un audit de conformité donc sur toute la période de matriculation. Ça, c'est important. Et puis, où trouver en fait la liste des plateformes agréées? Vous l'avez sur impôt.gouv. C'est, je dirais, la liste officielle des plateformes agréées. Et donc, si vous avez un appel d'un prestataire ou d'un démarcheur qui vous dit « je suis plateforme », s'il n'est pas dans la liste que vous voyez sur impôt.gouv, raccrochez. Donc, vraiment, ça, on insiste dessus. La liste, la source, c'est impôt.gouv. Peut-être pour vous dire le choix de la plateforme agréée, parce que vous allez le voir passer quand vous serez démarché ou lorsque vous-même vous ferez la démarche d'aller choisir une plateforme. Pour que la plateforme puisse s'inscrire comme plateforme de réception pour tel ou tel numéro de sirène dans l'annuaire, vous devez compléter un formulaire, vous, entreprise, qui désigne cette plateforme comme plateforme de réception. Ce document est important puisque c'est ce document-là en fait, qui prouvera que la plateforme est bien votre plateforme de réception et que vous l'avez désignée comme telle, de manière éclairée. C'est un choix, ça reste un choix, un acte de gestion du chef d'entreprise. Donc, c'est important en fait que vous sachiez que cet accord formel existe d'une part, et puis que vous le signez au moment où vous contractualisez avec la plateforme. Rapidement, je vais passer sur donc, le calendrier. Je vous l'ai dit, 1er septembre 26, date à retenir pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, puisqu'elles seront en obligation de réception de factures électroniques, c'est-à-dire obligation d'avoir une plateforme agréée qui pourra recevoir les factures des fournisseurs, notamment les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire qui, elles, vont être dans une obligation d'émission. J'aime beaucoup prendre cet exemple. Vous avez EDF, par exemple, au 1er septembre 2026, qui sera en obligation de réception de factures électroniques, mais également en obligation d'émission. Donc, pour tous ces clients professionnels, mais également de e-reporting, pour vous et nous. Donc là, c'est date à retenir 1er septembre 26. Et puis, deuxième phase, au plus tard, au 1er septembre 2027, tout le monde passera à la facturation électronique et e-reporting. Donc, TPE, PME, micro, obligation d'émission de factures au format électronique au plus tard le 1er septembre 2027. S'il me reste 1 minute, je vais passer rapidement sur la communication et l'accompagnement. Vous avez un espace dédié, je vous le disais, sur impôt.gouv qui vous permet de trouver beaucoup de ressources disponibles, pas mal de choses sur la facturation électronique. On a essayé vraiment d'être pédagogue sur cette partie-là. Et puis, surtout, on a mis en place un outil qui permettra aux entreprises de connaître leurs obligations de manière personnalisée en répondant à 4 questions. Donc, sur la taille de l'entreprise, sur la nature de ses opérations, sur la nature de ses clients et puis sur son régime de TVA. En répondant à ces 4 questions, vous aurez une réponse de manière personnalisée, donc sous forme de livret, avec des informations sur la réforme, avec, par exemple, qu'est-ce qu'une plateforme agréée, qu'est-ce qu'une solution compatible. Donc, vraiment, j'insiste, n'hésitez pas à faire le test et puis à conserver ces éléments-là si vous êtes démarché ou si vous-même, vous commencez à réfléchir sur le choix de l'outil que vous allez faire demain dans le cadre de la réforme. Donc, toutes les ressources disponibles sur impôt.gouv.fr, y compris ce test que tu as mentionné, Malika, et y compris la liste des plateformes agréées. Donc, on trouve toutes les informations sur la réforme sur impôt.gouv.fr. Merci beaucoup, Malika. Je pense qu'il y a beaucoup de questions
On reviendra à la fin sur un certain nombre de questions. Nous allons passer donc à une illustration concrète avec Abi, donc éditeur de solutions, plateforme agréée et activateur France Num. Donc Corentin et Nicolas, la parole est à vous pour allez, 10-15 minutes, s'il vous plaît. Pas de souci, on va réussir à tenir le rythme. Donc, juste pour me présenter très rapidement, Nicolas Lespinasse, je suis un des cofondateurs de Abi et je suis le PDG. Bonjour à toutes et à tous, je suis Corentin et j'assisterai Nicolas pour cette présentation. Je suis aussi cofondateur et directeur du produit. Et puis je laisse Nicolas introduire la présentation. Alors je ne sais pas si tout le monde voit bien notre présentation, je ne sais pas si ça a bien été réglé. Oui, on voit normalement, c'est nickel, tu peux y aller. Ça marche, merci beaucoup. Et tu peux, ouais, impeccable, merci. Si je reprends très rapidement les mots de Madame la directrice générale des finances publiques, il y a 8 millions d'entreprises à inscrire dans l'annuaire de la facturation électronique. Ce qu'on oublie parfois de dire, ce qui n'est pas le cas ici, mais en fait, il y a plus de la moitié de ces entreprises qui sont des travailleurs indépendants. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu plein de questions, notamment de travailleurs indépendants, de micro-entrepreneurs. Je profite pour en répondre à une directement. Sont concernées toutes les entreprises assujetties à la TVA. Donc, si vous êtes en micro-entreprise, même si vous n'êtes pas redevable de la TVA, vous êtes assujetti et donc vous êtes concerné par la facturation électronique. Comme ça, c'est dit. Et donc, en fait, il y a plus de 4,6 millions de travailleurs indépendants en France. Alors, c'est la dernière stat officielle de l'URSSAF. On aura les chiffres de 2024 d'ici un mois à peu près. Et on voit que rien qu'en 2024, il y a eu 710 000 créations de micro-entreprises. Donc, on est vraiment sur une partie substantielle du marché de l'entreprise, de l'économie, qui est structurée par des travailleurs indépendants. Chez Abi, ce dont on se rend compte, c'est que tu peux nous mettre celle d'après. Chez Abi, ce dont on se rend compte, c'est que en fait, ces travailleurs indépendants, ils ont exactement les mêmes problématiques que tous les entrepreneurs. Donc, on a vu, vous êtes des centaines d'entrepreneurs. On l'est aussi. On a tous exactement les mêmes problèmes. On se pose des centaines de questions. Parfois, on a du mal à comprendre à qui on doit se référer, comment on doit faire, qu'est-ce qu'on a à payer, quelles sont nos obligations, comment ça va fonctionner, comment vous allez pouvoir cumuler vos obligations et votre activité. Mais ce travailleur indépendant, ses problèmes sont exacerbés par 3 points principaux. Le premier, c'est qu'il est seul. Bon, jusque-là, je ne vous ai rien appris. Le deuxième, c'est qu'inévitablement, il a moins de moyens. Généralement, pas de comptable, pas de conseil particulier, pas d'avocat et pas forcément de groupe d'accompagnement. Et donc, en fait, il se retrouve très vite très seul vis-à-vis de tout ça. C'est le cas de tous les chefs d'entreprise, mais encore plus du travailleur indépendant. Je ne sais pas si c'était... Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, en bas. Alors, en plus de ça, et je complète ce que tu viens de dire, Nicolas, juste avant, j'ai vu dans le sondage qui a été émis, quelle est la taille de votre entreprise ou organisation. Il y a 40% des participants qui visiblement n'ont pas de salariés, donc c'est chouette. Avec Nicolas, 2 autres de mes associés et toute l'équipe Abi, on a créé la plateforme Tout en un pour les indépendants et on s'est concentré sur 4 piliers principaux. La facturation, évidemment, sinon on ne serait pas là devant vous pour en parler. L'idée ici, c'est de proposer un cycle complet pour accélérer le cycle de vente entre notre utilisateur et son client final, en proposant évidemment un système où on va avoir des documents qui sont 100% conformes à votre image et avec des moyens de paiement en ligne pour accélérer évidemment le fait de vous faire payer et aussi de pouvoir mettre en place des rappels automatiques intelligents, etc., pour être sûr de se faire payer.
Le deuxième pilier, c'est la partie comptabilité. Ici, on va faire une partie de la pré-comptabilité, en tout cas automatiquement, en générant tout ce qui va être livre de compte, livre des recettes, livre des achats, et tout ça, si jamais vous avez besoin d'un expert comptable aussi, ça va lui faciliter aussi le travail parce que vous allez pouvoir évidemment lui exporter tout ça. Le troisième pilier, en fait, c'est la gestion des taxes. Bah oui, tout le monde, doit, payer son URSSAF, s'il y en a qui sont, redevables de la TVA, ils doivent, gérer leur TVA collectée et déductible et évidemment, la plupart, d'entre nous qui sont, indépendants, ont besoin de gérer leur déclaration d'impôt. Donc tout ça sur Abi, en fait, ça va être calculé, automatiquement et on est connecté directement au bon service pour que ça se fasse en un clic. Et puis le quatrième pilier, eh bien, c'est un outil de productivité. Donc, gérer ses clients, ses commandes, ses projets et tout ça, en fait, autour de son outil de facturation, et de comptabilité. Ah, Nico, on ne t'entend plus. Tu es mute. Pardon. Il y a eu beaucoup de sujets sur le fait que ça allait rajouter un coût supplémentaire. Et en fait, notre réponse à nous, c'est non. On a pris cette décision de rendre accessible la facturation électronique totalement gratuitement, directement sur Abi. Elle sera disponible sans aucun surcoût sur chacun de nos forfaits, y compris le forfait gratuit. C'est l'engagement qu'on prend pour notamment tous ces travailleurs indépendants qui ont besoin d'une solution qui soit compétentes et performantes, qui ont besoin d'accompagnement et qui n'ont pas toujours les moyens d'utiliser des logiciels haut de gamme et très souvent à destination des TPE-PME. Et je dis haut de gamme, non, enfin, j'ose prétendre qu'on ait un logiciel qui soit de très très bonne qualité. Évidemment, toutes les entreprises se posent exactement les mêmes questions. On vous en a remis quelques-unes, mais c'est vraiment toutes les questions que tout le monde se pose. Alors, on a déjà répondu à un certain nombre d'entre elles. Ici, l'objectif, c'est de vous montrer que tout le monde est exactement pareil. Et je reprends les mots de Malika. En fait, il va se passer quelque chose de très similaire à ce qui s'est passé pour le prélèvement à la source. Avant la mise en place, on se posait tous énormément de questions. On pensait que ça allait être vite très compliqué, que tous les cas de figure étaient impossibles à gérer. Et en fait, aujourd'hui, ça facilite la vie de tout le monde. Ça nous fait tous gagner du temps et ça permet même d'éviter bon nombre d'erreurs au quotidien dans sa gestion. Aujourd'hui, Abi, c'est 100 000 travailleurs indépendants touchés, 100 000 personnes qui utilisent, consultent, téléchargent nos contenus, lisent nos vidéos, utilisent notre application. En fait, ici, l'objectif, c'est de vous dire que, et on n'est pas les seuls, évidemment, l'État et la direction de projet de la facturation électronique a décidé de faire confiance aux acteurs privés. Et donc, on compte bien rendre l'appareil en travaillant autour de contenu informatif, vraiment pour permettre à chacun de s'éduquer, d'évoluer et de correctement comprendre quelles sont les obligations. Et donc, je réponds tout de suite aux questions qui ont suivi ce que j'ai dit juste avant. Aujourd'hui, chez Abi, on a 4 forfaits. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez le voir sur le premier, le forfait gratuit. La facturation électronique, on l'a même mis en orange pour être sûr qu'on la voit. Je vous confirme que vous pourrez utiliser les fonctionnalités de facturation électronique directement depuis la formule basique. Et donc, oui, vous devez vous inscrire sur la plateforme. Vous devez avoir un compte chez nous, mais il n'y aura pas d'obligation de mettre une carte bancaire ou d'avoir un abonnement. Super. Et donc, voilà. Attends, excuse-moi, Corentin, je finis juste un truc. Pour ceux Ouais. qui se disent si c'est gratuit, c'est nous le produit. Écoutez, juste très simplement, comment on gagne notre vie? La facturation, c'est entre guillemets un produit d'appel, ce qui nous permet de proposer au plus grand nombre un outil qui est performant et complet. Mais évidemment, Abi propose bien d'autres choses qui vont autour de la facturation. Et notre métier à nous, c'est de créer une expérience qui soit la plus exceptionnelle possible. Et donc, en fait, oui, on a aujourd'hui quasiment la moitié de nos utilisateurs qui sont en version gratuite. Et en fait, cette version gratuite, pour nous, c'est un tremplin vers demain, quand vous aurez des besoins qui évoluent, la version payante qui correspondra le mieux à vos besoins.
Mais voilà, je vois qu'il y a quelqu'un dans le chat même qui recommande la version gratuite. Je vois effectivement Johanna qui dit j'ai Abi gratuit, je le conseille. Merci pour ça. Et effectivement, je me permets d'insister là-dessus, hein, on n'utilise pas de données pour la revendre ou quoi que ce soit. Les seules données qu'on va utiliser, c'est pour améliorer votre propre expérience et vous proposer un meilleur produit. Je vous propose qu'on passe à la suite. Je ne sais pas où on en est au niveau du timing, mais j'ai 2 choses à vous montrer. Je ne sais pas, j'ai combien de temps pour… Alors, vous avez quasiment écoulé votre temps, on va dire 5 minutes du coup, s'il vous plaît. Ok. Bon, Vraiment peut-être l'essentiel pour concrétiser un Ouais, peu comment ça se passe dans un outil tel que le vôtre et qu'on se rende compte. ouais, je relève le défi. Je vais rapidement prendre 2 prismes. Le premier prisme qu'on va voir ensemble, c'est comment on va pouvoir passer à la facturation électronique alors même qu'on n'a même pas d'outils ou qu'on n'est même pas du tout digitalisé, et comment faire pour que ce soit accessible rapidement en quelques secondes. Et le deuxième prisme que je vais prendre, c'est comment créer une facture électronique, et vous allez voir que ça va être très très simple. Donc je commence tout de suite. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui entend parler de la facturation électronique pour la première fois, qui n'a pas de logiciel et qui se dit « Ah mince, il faut que je fasse une recherche Google et je tombe sur un logiciel comme Abi. » Ok. Eh bien, c'est parti. Je m'inscris comme sur n'importe quelle plateforme. J'imagine que vous avez déjà tous fait ça des dizaines de fois. Nicolas, il y a juste ton clavier qui fait du bruit. Si tu peux te mute. Merci. Donc, vous êtes déjà inscrit sur des sites des dizaines de fois, j'imagine. Ça se passe exactement de la même manière. On est sur un site, on va renseigner ses informations plutôt liées à son entreprise. Donc, je mets ma forme juridique, mon régime fiscal. Je vais choisir mon activité, mon type d'activité. Je renseigne les informations, si je suis à la TVA, si je suis en service à la personne, etc., puisque notre logiciel s'adapte. Et une fois que je suis inscrit, vous le voyez sur la gauche dans le menu, on ne peut pas le louper. Facturation électronique 100% gratuit à activer. Donc là, je survole avec ma souris. On vous fait une rapide présentation de ce qu'est la facturation électronique. Ce qu'on veut, c'est que vous cliquez ici pour en savoir plus. Une fois que je suis sur la page, vous avez ici un récapitulatif complet de la réforme et dans les grandes lignes, ce que Malika a pu nous présenter juste avant, et vous allez retrouver tout un tas d'informations. Et nous, ici, on vous incite à activer la facturation électronique. Et on vous rappelle que c'est 100% gratuit et que c'est sans engagement. Pourquoi c'est important de rappeler ça? C'est parce que l'expérience qui suit, une fois qu'on a cliqué sur le bouton « Activer la facturation électronique », il peut faire un peu peur pour tout le monde parce que nous, en tant que plateforme agréée, Abi, on est obligé de faire signer ce qu'on appelle un accord formel. Je crois que Malika, on a parlé très, très brièvement tout à l'heure. L'accord formel, il est là pour éviter toute usurpation d'identité de la part de n'importe qui, n'importe quelle entité, n'importe quelle entreprise, mais surtout que vous, en tant qu'entreprise et entrepreneur, vous puissiez faire un choix conscient de décider où recevoir vos factures électroniques. Donc, du coup, ici, on rappelle les informations de votre entreprise, de votre identité, parce qu'on va vérifier votre identité et derrière, on va vous faire signer ce qu'on appelle le fameux accord formel. Et on rappelle ici que c'est 100% gratuit et que c'est sans engagement. Je clique sur signer. J'imagine que vous avez déjà fait ça avec votre banque, votre assurance. Peut-être même que vous le proposez aussi à vos clients. On vérifie votre identité, vous recevez un code par SMS. Et une fois que c'est signé, eh bien, ça y est, la facturation électronique est activée sur Abi. Donc là, vous voyez, en plus, j'ai beaucoup parlé, mais en 30 secondes, on peut activer la facturation électronique sur Abi. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir recevoir ces factures électroniques, on va pouvoir transmettre des factures électroniques et on va pouvoir aussi envoyer son e-reporting. Sur Abi, on travaille très, très dur pour vous proposer une expérience, j'ai envie de dire exceptionnelle, parce que je suis là aussi pour vendre ce qu'on fait, mais concrètement, la réforme va simplifier beaucoup de choses. On va arrêter de courir après les factures, etc. Et sur Abi, quand vous allez recevoir une facture d'Orange ou d'EDF, pour reprendre l'exemple de Malika, eh bien, vous aurez une notification sur votre téléphone. Vous retrouverez ça sur Abi dans votre livre des achats en disant que c'est synchronisé avec la facturation électronique. Pour la partie émission de facture électronique, je vais vous montrer juste après, mais la seule différence qu'il va y avoir… On est à peu près au bout du temps, hein, Corentin, je suis désolé, mais…
Ok, bon alors On je finis là-dessus et je ne vous ferai pas la démonstration complète. Il me reste une slide. À la place d'avoir un bouton finaliser et envoyer par email, en fait, il y aura un bouton transmettre. Et en fait, Abi s'occupera d'envoyer via le circuit officiel et sécurisé la facture électronique à votre client quand vous facturez des clients en B2B, des clients professionnels en France. Et puis, quand il s'agira du e-reporting, puisqu'on connaît votre régime fiscal et votre forme juridique, Abi sera capable de vous envoyer une notification pour vous dire que c'est le moment pour vous de déclarer votre e-reporting. Puisqu'on a l'équivalent de votre comptabilité, de votre livre des recettes, alors ici, on va pouvoir vous calculer vos informations. Vous cliquerez sur « Déclarer mon e-reporting » et tout ça, ce sera transmis à l'administration fiscale. Voilà, j'avais une autre partie. Ouais. Merci beaucoup, Corentin et Nicolas. On va remettre le lien vers votre fiche activateur France NUM et ce qui renverra aussi vers votre site web, point de contact. Donc, si les gens souhaitent vous contacter sur votre offre ou vous poser des questions, il y a toujours encore la possibilité de répondre aux questions dans le chat. Je précise, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, hein, que vous intervenez parce que vous êtes activateur France NUM. Aujourd'hui, il y a plus de 110 plateformes agréées donc, dans le cadre de la réforme. À chaque fois qu'on fait ce type d'intervention donc avec nos collègues de la DGFiP, on choisit une plateforme. Donc, c'est vous aujourd'hui. On vous remercie beaucoup pour la présentation et l'illustration. On rappelle, bien entendu, que vous pouvez retrouver l'ensemble de la liste de ces plateformes sur impôt.gouv.fr. On vous remettra peut-être aussi le lien d'une page France NUM qui cible un peu les plateformes qui s'adressent aux indépendants, aux petites entreprises et celles qui sont activateurs France NUM. Voilà. Donc, pour préciser un peu les choses, on ne fait pas la publicité de l'un plus que de l'un autre. On fait intervenir plusieurs professionnels au fur et à mesure de nos webinaires ou nos interventions en présentiel. Voilà, donc dernière partie, donc je passe la parole à Serre France, réseau d'expertise comptable et de conseil avec Alain Duprat et Ludovic. Oui, merci Alexandre. On va essayer de faire bref et condensé. Je ne vais pas forcément répéter des éléments qui ont pu être déjà formulés. Peut-être simplement insister sur le fait qu'un certain nombre d'entrepreneurs dont vous êtes utilisent encore assez fréquemment des outils bureautiques, par exemple, pour établir leur facture. Et on sait qu'effectivement, demain, ce ne sera plus possible, d'où la nécessité de transformer ces usages et d'utiliser des solutions permettant d'émettre des factures compatibles et au format adéquat par rapport à ce qu'on pouvait avoir l'habitude de faire jusqu'alors. Donc, c'est ça un des changements et c'est ce qu'on accompagne au niveau du réseau et que les experts comptables dans leur globalité accompagnent aussi auprès des TPE, puisque même si on est indépendant, on a un certain nombre d'entrepreneurs indépendants qui effectivement ont l'habitude aussi d'avoir recours aux services d'experts comptables. Donc, voilà. Donc, le changement se fait principalement ici. Et donc, le deuxième élément, c'est qu'effectivement, ça ne va plus passer par des adresses, ce qu'on a plus l'habitude de faire, mais on va passer par une plateforme pour générer un certain nombre de flux. Globalement, visuellement, pour vous, comme pour nous d'ailleurs, ça ne va pas forcément beaucoup changer la donne, puisqu'on a besoin de lire et de comprendre une facture. Donc, on aura toujours la lecture visible, lisible, telle que vous l'avez sous les yeux. Simplement, sera attaché à cette facture un certain nombre de données structurées qui, comme ça a été expliqué, vont permettre ensuite derrière d'automatiser, puisque ces informations-là vont aussi pouvoir être capitalisées dans des outils de pré-comptabilité et donc permettre l'imputation et l'affectation de ces documents directement dans la comptabilité que vous allez établir. Voilà. Donc, c'est le sujet qui nous mobilise aujourd'hui pour savoir. Et donc, les questions qu'on pose, en tout cas avec nos clients, c'est d'abord, et on voit bien à travers les questions qui ont été posées depuis le début,
est-ce que je suis concerné? Et vous voyez que la notion d'assujetti TVA, d'assujetti redevable ou non redevable, c'est quelque chose sur lequel il faut encore faire beaucoup de pédagogie. On a aussi un certain nombre d'activités sur lesquelles on peut encore avoir des questions et au fur et à mesure, on construit la doctrine, nous, professionnels, les acteurs du marché, la DGFiP, enfin, voilà, on essaye de travailler intelligemment pour répondre aux cas qu'on n'aurait pas anticipés. Et donc, nous, ce qu'on essaye de voir, c'est de faire un état des lieux auprès de chacun de nos clients sur l'impact de ce changement sur l'activité et puis surtout la capacité, et tout à l'heure ça a été présenté, voilà, il y a des solutions qui existent sur le marché pour pouvoir répondre déjà à la première question qui est: est-ce que vous êtes en mesure d'émettre des factures électroniques? Voilà. Je vais laisser la parole rapidement à Ludovic, plus pour tracer concrètement comment ça se passe et après on rééchangera sur l'accompagnement qui peut être fait et la gestion d'entreprise avec tout ça. Oui, merci Alain. Alors c'est vrai que la facturation électronique, là, pour la plupart d'entre nous, mais comme un petit peu nous, il faut avouer, il y a un petit côté théorique, enfin un côté théorique même assez prononcé, dans la mesure où à date, on n'a pas les outils en action. Les plateformes agréées, elles sont en train d'être construites, elles sont en train d'être testées. Les éditeurs de logiciels, ils sont en train de voir comment ils vont brancher leurs outils à ces futures plateformes. Et il y a un ensemble de choses, effectivement, on n'a pas la visibilité, on ne peut pas rentrer dans une phase concrète et une phase d'action et une phase de test où on pourrait nous-mêmes se projeter. Pour autant, il va quand même falloir qu'on se projette et qu'on voit un petit peu comment ça va s'articuler au niveau de l'activité future. Alors, pour essayer de rendre ça le plus pratico-pratique possible, à date, en tous les cas, on va prendre un petit exemple, en fait. On a choisi l'exemple d'un artisan. Alors, vous n'êtes pas tous artisans, évidemment. Cela étant, l'avantage de l'artisan, c'est qu'il couvre, il balaye un ensemble de situations dans lesquelles vous pourrez vous projeter, vous, individuellement. C'est-à-dire qu'on va prendre là trois cas pratiques. Une première slide qui sera effectivement liée à on reçoit une facture de la part d'un fournisseur. Il y en aura une deuxième et une troisième qui seront liées, c'est on se positionnera en tant que client. On émet une facture à destination de son client. Et il y aura deux sous-cas. Il y aura le cas où on a affaire à un client professionnel, estampillé assujetti TVA, si on traduit un petit peu, et un client particulier, donc hors TVA. Et donc, on verra que dans ces deux cas, on fonctionne un petit peu différemment. Alors, la diapo, vous l'avez sous les yeux, elle se décline effectivement en deux axes, deux volets. Il y a un premier bloc, on est côté nous, c'est-à-dire l'artisan en question. Et de l'autre côté, on voit ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on soit du côté fournisseur ou du côté client, selon les cas. Là, on est dans la situation où l'artisan, nous, on reçoit une facture. Et vous avez à chaque fois les petites étapes, les petits numéros, vous voyez, 1, 2, 3 jusqu'à 5, et qui s'inscrivent, qui correspondent à des étapes chronologiques, de là où on se situe dans le temps. Alors, la facturation électronique, en soi, elle ne bouleverse pas, c'est pas non plus la révolution ultime. Évidemment que ça correspond en fait à un circuit de facturation, enfin un circuit de circulation de l'information lié à cette facture. C'est-à-dire que on émet toujours une facture, comme ça c'est le cas actuellement. La facture, elle va vers son destinataire. Elle circule au niveau de différents services, éventuellement, qui vont la tamponner, qui vont la valider à leur niveau, qui vont réaliser un certain nombre d'actions. À un moment donné, il y a un paiement. Et ensuite, ça doit déclencher là aussi des actions de comptabilisation, des actions de paiement de la TVA et d'analyse éventuellement après. Donc tout ça, en soi, ça ne change pas. On est toujours sur des choses qui vont continuer de fonctionner ainsi. C'est simplement que avec la réforme de la facturation électronique, on fonctionnera avec l'appui des plateformes. C'est les plateformes, en fait, qui vont être les plaques tournantes, en quelque sorte, et qui vont intégrer un certain nombre d'informations au travers des différentes étapes. Alors, je ne vais pas forcément décliner le schéma de fond en comble, parce que là, on est peut-être un petit peu pressé par le temps. Je vois Alexandre qui confirme, je pense. Donc, on émet une facture, donc ça, c'est toujours vrai, c'est l'étape 1.
la facture, elle va être envoyée automatiquement en principe sur la plateforme via le logiciel que vous aurez choisi ou que vous avez déjà peut-être, hein, qui se mettra au goût du jour dans quelques semaines ou dans quelques mois. Ça, c'est un point important, il faudra bien le valider. Et tout va se faire un petit peu automatiquement, si vous voulez. L'émission et la réception de la facture, tout ça, ça fonctionne via les plateformes. Ensuite, comme c'est le cas actuellement, il y a un ensemble d'actions qui vont être possibles de faire. On va contester la facture éventuellement, on va l'accepter partiellement, on va la refuser, pourquoi pas. On n'est pas d'accord. Non, ce n'était pas comme ça qu'on avait prévu les choses. Enfin, il y a un ensemble d'actions qui vont être faites. Sauf que là où avant, la situation actuelle où on n'a pas forcément la lisibilité sur ce qui est fait, là où ça en est, avec les plateformes, on saura précisément où on en est. Est-ce qu'elle a été reçue? Est-ce qu'elle a été acceptée partiellement? Etc. etc. Donc ça, ce sont toutes les étapes 3 et 4, et jusqu'à la 4, qui est l'action de paiement. OK, on valide la facture et OK, on procède à son paiement. Et là, le paiement, c'est pareil, ça fonctionnera via les logiciels et en interface avec les plateformes agréées. Et tout ça, ensuite, l'action finale, c'est que, bien, il y aura une validation de tout ça avec, parallèlement à ça, vous voyez, hein, les plateformes qui communiqueront avec la DGFiP, avec l'administration fiscale, pour dire où ça en est. Est-ce que la facture elle a été émise? Est-ce qu'elle a été validée? Est-ce que le paiement a été fait? Etc. etc. Donc, tout un petit circuit d'information, vous voyez, hein, qui est assez logique, hein, parce qu'encore une fois, c'est la vraie vie, hein, c'est déjà la vie actuelle. C'est simplement que dans le futur, tout ça sera tracé en quelque sorte par les plateformes qui seront connectées en principe à vos logiciels métiers. Alors, je ne vais pas trop m'appesantir, hein, mais on a le cas numéro 2 qui effectivement est le cas un petit peu miroir en quelque sorte du cas numéro 1. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la phase où on reçoit la facture, mais on émet une facture, donc en tant qu'artisan, et on se positionne dans le cas d'un client pro. Donc finalement, ça va être miroir dans ces cas-là. On va avoir les différentes étapes et avec une étape finale, effectivement, qui est la communication des informations à l'administration au niveau du paiement. Le cas alternatif, et qui va correspondre, je pense, à beaucoup d'entre vous, qui, et notamment les commerçants, je pense aux commerçants, c'est le cas où on n'a pas affaire à un client pro assujetti à TVA, mais on a affaire à un client non assujetti à TVA, typiquement un particulier, ce qui arrive évidemment fréquemment dans le commerce. Eh bien, dans ces cas-là, on aura ce qu'on appelle le e-reporting qui fonctionnera exclusivement, c'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer une facture électronique. On va envoyer, comme c'est la vie actuellement, en fait, une facture en PDF si jamais il y a une demande du particulier, une facture papier, une facture, enfin voilà, comme on procède actuellement, en fait. Ça ne va pas changer en soi, la réforme de la facturation électronique. Ce qui va changer, c'est que on va quand même communiquer les informations à l'administration fiscale via le e-reporting et au moyen de la plateforme agréée. Donc, c'est en ça que ça change effectivement la réforme de la facturation électronique dans ces schémas-là, où on a affaire à une clientèle de particuliers, ou en tous les cas non soumise à TVA. C'est qu'on a quand même besoin des plateformes, probablement, ou de logiciels, en tous les cas, qui permettent d'accéder, enfin de procéder au e-reporting, c'est-à-dire aux déclarations d'activité du mois ou de la période écoulée. Donc là, il y avait des questions aussi hein, sur quelle est la fréquence, etc. Ça dépendra de sa taille et de son régime TVA la plupart du temps. Voilà. Alors, vous aurez peut-être des questions. Enfin, vous en avez déjà eu pas mal, hein, mais c'est vrai que encore une fois, c'est difficile de se projeter, d'être très précis. La vraie bonne démonstration, on est bien d'accord, ce serait de faire une démonstration sur l'outil, sur la plateforme, avec le logiciel, mais pour l'instant, on n'en est pas à ce stade-là. Peut-être, merci Ludovic. On est en bout de parcours. Oui, je ne sais pas si vous voulez peut-être conclure sur les prestations d'accompagnement. Oui, ça va être très rapide. En fait, c'était juste, c'est important ce qu'a dit Ludovic, c'est qu'on a eu des questions hein, sur c'est quoi le e-invoicing, le e-reporting. Donc, le e-reporting s'applique quand on vend à des particuliers ou à l'étranger. Donc, on reporte l'information, mais on ne fait pas de facture électronique à proprement parler, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et simplement, ça a été dit tout à l'heure par Malika, donc
effectivement, nous, l'enjeu, c'est de continuer à accompagner les entreprises, mais qui, dans leur logique de pilotage, aujourd'hui, vont avoir du temps réel beaucoup plus important. Donc, entre la banque, d'un côté, les flux de factures et les flux entrants, on a une capacité à se projeter sur sa trésorerie, et le cash reste effectivement le réacteur des activités des entreprises. Et quand il faut courir derrière la facture, savoir si elle est bien arrivée, savoir si elle n'est pas dans les spams, savoir si le client a bien reçu, savoir tout ça, nous, on joue la carte de simplification et de permettre à nos clients de se centrer sur leur gestion et de vous centrer, vous, sur votre gestion. Et nous, ça nous change aussi dans nos pratiques. Et donc, voilà, c'est les étapes qu'on vous propose. C'est effectivement, et Ludovic, je te laisserai compléter, c'est vraiment, dans un premier temps, déjà de bien faire un état des lieux avec votre partenaire habituel sur c'est quoi votre système de facturation, où est-ce que vous en êtes. Et puis ensuite, faire les choix de plateforme. Il y a eu pas mal d'échanges sur des questions sur le sujet. Et puis, vous voyez qu'il y a encore du travail de pédagogie et de formation pour vous, voir vos équipes. Si vous n'avez pas de salariés, ça sera vous et vous. Mais sinon, vous avez aussi vos équipes à embarquer dans le sujet et de pouvoir lancer les tests le plus rapidement possible. Ludovic, je pense que sur le terrain, tu peux confirmer que c'est des sujets qui sont également pris, Oui, qui sont assez importants. C'est ça. Donc, juste en conclusion, en 2 phrases, je pense que c'était mis dans le slide. Moi, je vous invite fortement à vous rapprocher de votre cabinet comptable. Si vous êtes accompagné par un expert comptable, effectivement, de faire le point avec lui sur où est-ce que vous en êtes dans la réforme. Est-ce que vous êtes concerné en frontal de façon impactante ou pas? Donc, de faire le point sur votre logiciel métier de facturation. Est-ce qu'il va être compatible? Est-ce que vous devez envisager un changement? Est-ce qu'on va arriver sur la période des fêtes? Est-ce que vous devez mettre un nouveau logiciel sous le sapin? Ça, c'est peut-être un point à se demander. Et puis des trucs très bêtes. Je ne sais pas s'il y a des restaurateurs parmi vous, mais il y a un seuil de 150 € qui sera important à traiter. Et là-dessus, il faudra bien former son personnel, ses équipes, sur quels sont les bons réflexes à avoir si vous avez un client qui vient avec une facture de plus de 150 € chez vous. Voilà, ce sont des choses. Je vais peut-être apporter une précision sur ce montant-là. En fait, c'est un montant qui a toujours été fixé. Ce n'est pas la facturation électronique qui apporte ce montant. En fait, si vous avez une note qui est supérieure à 150 € hors taxe, donc une note de restaurant, effectivement, vous avez l'émission obligatoire d'une facture. Donc ça, c'est déjà aujourd'hui. Donc effectivement, avec la mise en place de la facturation électronique, vous aurez l'obligation d'émettre une facture électronique. C'est-à-dire si celui qui prend la prestation, donc le client, vient déjeuner dans le cadre professionnel. Si c'est un particulier, ça restera du e-reporting. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si le restaurateur, en face de lui, il a un collaborateur qui vient déjeuner à titre professionnel et que la note est supérieure à 150 €, effectivement, il devra établir une facture électronique. Si le client est un particulier, il n'est pas obligé. Ça, voilà, juste une petite précision que je souhaitais apporter. Oui, c'est ça. Il y aura un volet technologique un peu plus contraignant. C'est ça l'idée, en fait. Merci beaucoup, Alain. Voilà. Documentez-vous. Sur l'horaire. Donc, on vous propose d'arrêter là pour la partie de vos présentations respectives. On a un peu dépassé, on va peut-être prendre 5-10 minutes peut-être pour revenir sur les questions les plus fréquentes. Il y a énormément de questions, vous êtes très nombreux, vous étiez plus de 450 aujourd'hui. Peut-être des questions un peu sur les cas et les obligations afférentes. Alors, il y a une question qui a eu beaucoup de votes, étonnamment, c'est le cas du loyer, de la location meublée non professionnelle. On tourne vers Malika, du coup, est-ce que dans ce cas-là, c'est souvent dans ces activités annexes pour des particuliers, est-ce qu'on est soumis à la facturation électronique? Alors là aussi, encore, je vous l'ai dit, ça dépend de votre assujettissement. Si vous êtes un loué meublé non professionnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas de numéro de sirène, donc vous ne figurez pas dans l'annuaire, eh bien non, vous êtes considéré comme un particulier et vous n'aurez pas de facturation électronique à faire. Donc finalement, vous ferez comme aujourd'hui. En revanche, si vous êtes un loueur en meublé et que vous avez un numéro de sirène, donc vous louez à titre professionnel, là, effectivement,
vous serez soumis à la facturation électronique. Ça, c'est un des cas qui figure dans l'outil d'autodiagnostic dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on a fait en entrée d'outils des fiches spécifiques, donc les SCI, les loueurs en meublé professionnels ou non, le particulier qui fait du photovoltaïque, par exemple, etc., etc. Donc, ça, c'est des cas spécifiques qu'on a traités en entrée, je dirais, de l'outil d'autodiagnostic. Voilà, donc on vous invite à tester pour chacun des cas. Cet outil sous forme de questionnaire est bien fait et puis vous donne au final les différentes obligations qui vous concernent. Alors du coup, il y avait la même question pour les associations. Ça, c'est un grand classique. C'est pareil, ça dépend de l'activité et voilà. du fait qu'on Et est la soumis fiche à aussi FEGER. est très complète. Voilà, il faut, si les activités ne sont pas lucratives, donc vous n'êtes pas assujetti, vous n'êtes pas dans le périmètre de la réforme, donc vous êtes considéré comme un particulier. En revanche, si vous avez des activités lucratives qui dispensent un certain seuil de mémoire, je crois que c'est 80 000 € pour l'année 2025, donc vous pouvez être susceptible d'être assujetti, d'être dans le cadre dans le périmètre de la facturation électronique. Mais là encore, la fiche est très détaillée, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors, toujours dans la même idée, vous avez beaucoup répondu par écrit, je vous en remercie, mais on va peut-être rappeler sur les cas les plus importants. Donc, si je travaille avec des entreprises étrangères, en fait, je fais du e-reporting, c'est ça? C'est une autre typologie de déclaration? Oui, donc là, on vous a dit qu'il y avait deux e-reporting. Le e-reporting, lorsque vous facturez des particuliers, donc c'est un cumul de données que vous devrez déposer sur votre plateforme. C'est comme ça que ça va se faire. Et puis, si vous facturez des entités étrangères, eh bien là, on vous demandera les mêmes informations qu'une facture française, donc la date, le numéro de facture, etc., sans le numéro de sirène, puisque par définition, les entreprises étrangères n'ont pas de numéro de sirène. Donc là aussi, ce serait une déclaration que vous devrez porter sur votre plateforme pour qu'elle puisse la transmettre à l'administration fiscale. Merci beaucoup, Malika. Alors, autre cas ultra fréquent, si aujourd'hui je facture des entités publiques, l'État, des mairies, des établissements, je vais sur une plateforme qui s'appelle Chorus Pro. Demain, est-ce que ça change? Est-ce que c'est toujours pareil? Alors, pour facturer des entreprises privées, vous allez utiliser votre plateforme. Pour facturer les entités publiques, comme aujourd'hui, vous pourrez continuer à utiliser Chorus Pro. Ou alors, si votre plateforme le propose, eh bien, que vous facturiez des entités privées ou des entités publiques, vous pourrez passer uniquement par votre plateforme. On va faire cohabiter les deux systèmes voilà, dans un souci de simplification. Et si vous souhaitez utiliser les deux canaux, vous pouvez. Mais sachez que oui, vous pourrez continuer comme aujourd'hui à déposer vos factures sur Chorus Pro. Merci beaucoup. Alors ensuite, on a beaucoup de questions sur les plateformes agréées, puisqu'elles sont nombreuses. Alors, on rappelle, on l'a déjà dit, la liste officielle, elle est sur impôts.gouv.fr. On vous a mis parfois aussi en réponse un petit article de France Num qui fait un focus sur les plateformes pour les TPE et les PME. Peut-être, on rappelle qu'en fait, il y a des plateformes agréées, mais il y a aussi des solutions compatibles. Donc, d'autres logiciels, et parfois, ça peut être votre logiciel actuel, donc qui vont en fait se connecter automatiquement aux plateformes agréées. Et que de manière générale, alors vous avez demandé comment savoir, comment les choisir. On redit, vous pouvez vous adresser à votre expert comptable, à votre éditeur actuel ou à d'autres éditeurs si vous souhaitez changer. Et puis, à tous les prestataires numériques avec lesquels vous travaillez, les activateurs France Num ou d'autres. Voilà, tous les conseils, les intervenants de proximité qui peuvent vous aider concrètement et avec qui, en général, vous travaillez déjà s'agissant de l'éditeur ou de l'expert comptable. Mais peut-être pour insister, Alexandre, il faut vraiment partir du besoin de l'entreprise. Il faut vraiment diagnostiquer comment vous facturez, si vous facturez que des particuliers, si vous facturez des professionnels en France, si vous facturez à l'étranger. Donc, listez en fait vos besoins, ce dont vous aurez besoin demain dans le cadre de la facturation électronique. Et puis, si vous êtes accompagné d'un expert comptable, il connaît bien votre activité, il pourra vous proposer une plateforme, ne pas vous l'imposer puisque la plateforme, ça reste un choix libre de l'entrepreneur, j'insiste dessus. Si vous avez déjà un logiciel aujourd'hui, eh bien, posez la question au logiciel, peut-être qui fait les démarches pour devenir plateforme agréée. Donc, in fine, pour vous, ça ne changera rien du tout. Et puis, si vous n'avez pas du tout ni expert comptable, ni logiciel spécifique, eh bien, faites ce travail de connaître demain de quoi vous aurez besoin. Et puis, vous avez la liste sur impôts.gouv. Et au-delà de la liste sur impôts.gouv, vous avez un comparatif des offres de plateforme qui a été fait par un organisme qui s'appelle The Invoicing Hub. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement sur Google. C'est un journaliste informatique, en fait, qui a posé un certain nombre de questions
aux plateformes. Donc, on a les services qu'elles proposent, on a un chapitre sur la gratuité, parce que je vois que ça en intéresse pas mal d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à aller faire ce travail de recherche, de comparatif pour trouver en fait la plateforme qui correspond à vos besoins. J'insiste là-dessus. Prenez la plateforme qui correspond à vos besoins. On a aussi des questions sur des cas spécifiques, ce qu'on appelle les cas d'usage qui sont traités au sein de la commission de facturation électronique. Donc, par exemple, le bâtiment, l'autofacturation, les paiements mensuels. Sachez que toutes les plateformes ne traitent pas les cas d'usage. Donc là aussi, si vous avez un cas spécifique, c'est à prendre en compte et voir si la plateforme que vous allez choisir, gratuite ou payante, eh bien, vous aidera à traiter ce cas d'usage et vous facilitera demain la transition vers la facturation électronique. Donc, vraiment, j'insiste, partez de vous, de votre environnement, faites j'appelle une cartographie de ce que vous avez autour de vous avant d'aller chercher un outil gratuit. Vous avez peut-être des outils gratuits, mais qui ne répondront pas à vos propres besoins. Et donc, ensuite, vous allez devoir en changer. Donc, vraiment, j'insiste, faites ce travail d'identification de vos besoins avant d'aller chercher à contractualiser avec une plateforme. Merci beaucoup Malika, merci à tous nos intervenants. On va vous passer un dernier sondage donc de satisfaction sur ce webinaire. Et puis surtout, on vous invite à aller vous renseigner, donc à la fois sur le site impôt.gouv.fr, on l'a dit, et sur le site France Num, vous allez retrouver un dossier pratique sur cette question de la facturation électronique qui va vous renvoyer vers tous les acteurs référents, donc vers la DGFiP bien entendu, vers les activateurs France Num, vers les experts comptables qui sont partenaires de l'initiative. Vous retrouverez aussi le replay du webinaire de ce jour et la présentation que l'on va télécharger probablement à partir de demain. Et nous vous remercions tous pour votre attention et toutes vos questions. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain webinaire France Num qui aura lieu le jeudi 11 décembre et qui portera sur le financement des projets numériques, que l'on soit sur des aides financières, des subventions ou des prêts ou d'autres types de financements innovants. Donc, ça sera le jeudi 11 décembre à midi. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.